Je commence mon stage. En janvier 2020, les marchés, un mois après, ils avaient le plus haut. On avait la grosse crise Covid, jamais une chute comme ça. Et là, je me suis dit que, ouais, il y a vraiment. J'ai vu l'opportunité passer, elle était sous mes yeux. C'est pour deux raisons principales. La première, c'est vraiment parce que j'ai vu dans ma famille, en fait, et dans mes proches, ce que ça a fait, le manque d'éducation financière. Ce que je vois le plus souvent, c'est vraiment de céder à leurs émotions. C'est de soit céder, du coup, à l'euphorie. Ils vont acheter trop cher. Un de tes meilleurs investissements, en pourcentage, en euros, tu arrives à gagner combien et sur quel laps de temps, tu vois, pour avoir un peu une idée pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut gagner effectivement en bourse? La meilleure performance que j'ai réalisée ces dernières années, c'était... Salut Lucas, Bonjour Gaspard. comment vas-tu? Bah très bien et toi? Bon, ravi de recevoir une star sur ce plateau, suivi par des centaines de milliers de followers, mais personne connaît ton visage, hein. Tu publies beaucoup sur la bourse, sur les cryptos, de plus en plus sur l'économie, mais toujours derrière des graphiques, des analyses. Tu cherchais pas à te mettre en avant et là, tu as accepté pour le revenu de venir nous parler un peu de toi précisément. Et évidemment, on va parler de tes sujets de prédilection, la bourse et les cryptos. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît? Ouais, bah écoute, merci pour l'invitation. Déjà, ravi d'être ici avec le revenu aujourd'hui. Et du coup, bah, je m'appelle Lucas Evic, j'ai 27 ans, je suis analyste boursier et créateur de contenu du coup sur les réseaux sous le nom Finance Data. Vous connaissez peut-être sur Insta notamment, où j'ai à peu près 66 000 followers. Et du coup, bah, avant ça, j'ai fait des études en finance, je suis diplômé d'un master en finance, j'ai fait une licence d'économie et j'ai grandi en Alsace, dans un petit village en Alsace. Et bah, du coup, bah, j'ai fait plusieurs expériences en finance en tant que stagiaire, du coup, notamment dans les fonds d'investissement à Paris. Et après, je me suis lancé bah, à mon compte en tant que freelance analyste boursier pour des sociétés. Et après, bah, j'ai eu du temps, donc je me suis mis à publier sur les réseaux par passion, en fait, tout simplement, au début, quoi. Ok, et cette passion justement pour la bourse, elle te vient d'où? On a l'impression que tu es tombé dedans assez jeune, déjà pendant tes études, puis tes différents stages, maintenant en tant qu'entrepreneur. C'est pourquoi une telle passion? Bah, au début, j'ai été passionné par la bourse, un peu par le côté mystique des films. Je sais pas si Le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street, pas le meilleur exemple à citer, mais c'est vrai qu'il y a ce côté mystique dans les films. Wall Street, ouais, c'est ça. Premier du nom aussi, qui était excellent. C'est ça, ouais, exactement. Du coup, bah, tout ce qu'on pouvait voir sur les films, sur l'actualité aussi, tu vois, quand on parle de l'actualité en bourse à la télé, que ce soit sur TF1, c'est assez mystique comme ambiance, on comprend jamais vraiment trop. Donc c'est un secteur qui m'intéressait, qui m'intriguait en tout cas déjà dans le premier temps. Et à titre personnel, du coup, bah, j'ai toujours une appétence un peu pour les données financières, les maths, enfin tout ce qui était chiffres, quoi. Et j'ai quand même fait un master, une licence du coup en économie. Et du coup, c'est là où j'ai découvert vraiment des cours sur la bourse. Et c'est là aussi où j'ai compris que c'est vraiment un truc qui me passionnait parce que dans ma licence, du coup, troisième année, j'ai eu un cours sur la bourse et j'ai eu ce prof, Monsieur Schmitt, peut-être il nous regardera, mais il nous a du coup montré comment l'action TF1 avait réagi à la non-qualification de l'équipe de France suite à un match de foot. Et comment ça a impacté le cours TF1, tu vois, du coup, le cours avait baissé parce que du coup, TF1 n'allait pas faire plus d'audience, donc vendrait moins de spots pub. Je trouvais ça fascinant que Thierry Henry, de la vie réelle comme ça viennent impacter la bourse qui paraissait si mystique. C'est ça, ouais. Tu vois, Thierry Henry qui loupe un penalty, comment le cours de l'action TF1 va chuter. Je trouvais ça assez fascinant. Et du coup, bah, vraiment, en m'y plongeant plus, je trouvais que bah, la bourse, en fait, c'est vraiment comprendre la bourse, c'est aussi comprendre notre monde, notre société, notre économie. Donc, c'est vraiment intellectuellement, ça m'a vraiment plu. Et donc, j'ai choisi bah, de me lancer dans ce monde-là, quoi. Ouais, donc t'as été attiré comme on peut être attiré par l'avocature sans savoir ce que c'est qu'être avocat, juste pour le côté un peu mystique de la chose. Et puis quand tu es rentré dedans, bah, t'as aimé pour ses fondamentaux, pour ce que c'est réellement le poumon que ça peut être de notre économie réelle. Ok, trop bien. C'est ça. Et t'as eu un déclic pour vouloir commencer à investir? Il y a quelque chose qui t'a poussé à l'investissement? Moi, je dirais que du coup, j'ai commencé à travailler en finance. J'ai été stagiaire en fonds d'investissement en 2020. Donc là, je voyais un peu l'intérieur de la finance, tu vois. Et du coup, je commence mon stage. Je suis un peu un chat noir en finance dans mes stages parce que j'ai commencé mon stage en janvier 2020. Les marchés, un mois après, ils avaient le plus haut. On avait la grosse crise Covid. Jamais une chute comme ça, on avait connu sur les indices. Donc là, je commence ce stage-là et je vois la panique que c'est sur les marchés. Et du coup, je poursuis mon stage, je fais un autre stage par derrière, et du coup, je vois un peu l'intérieur. J'investis pas à titre personnel à ce moment-là.
Et à la fin de l'année, je vois que le Bitcoin a fait à peu près x20, que les indices, après avoir chuté de moins 30, ils ont fait plus 40. J'ai pas les chiffres en tête, mais tu vois qu'ils ont fortement rebondi. Et là, je me suis dit que, ouais, il y a vraiment. J'ai vu l'opportunité passer, elle était sous mes yeux, je travaillais en finance. Je trouvais ça bête, en fait, de ne pas avoir participé, de ne pas avoir investi à titre personnel. Et du coup, bah, ça m'a vraiment donné envie de ne pas laisser passer l'opportunité la prochaine fois. J'avais compris que c'était déjà un vecteur bah, aussi de développer son patrimoine financier, tout simplement. Donc là, ouais, c'est vraiment le truc qui m'a fait me dire, faut que j'investisse, quoi. Personne dans ma famille n'a jamais investi. Je viens d'une famille où on n'a pas forcément fait d'études, où on n'a pas eu cette culture financière, cette éducation, tu vois. Donc, ouais, quand j'ai vu ça et que personne n'en parlait avant autour de moi, bah, je me suis dit, ouais, là, faut que je m'y intéresse de mon propre chef et que j'y aille, quoi, vraiment, et que je profite aussi de tout ça parce que d'autres, sinon, vont profiter à ta place aussi. Donc, c'est bête de laisser passer l'opportunité, quoi. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a connu l'année dernière sur les marchés. On a eu le Liberation Day qui a fait s'effondrer toutes les bourses partout. Et à la fin de l'année, l'euphorie était revenue, on avait compensé les pertes et plus encore. Et toutes les bourses se sont quand même globalement bien Ouais. portées, quoi. Même la bourse de Paris, elle fait quand même 10%, alors qu'on a nos propres problèmes ici. Ouais, exactement. Bah, là, du coup, cette fois-ci, j'ai pas laissé passer l'opportunité. Je me suis formé entre-temps. J'ai vraiment appris, bah, du coup, à gérer aussi les émotions, hein. Bah, dans ces moments-là, t'apprends aussi que le plus important, au final, c'est toi. C'est tes émotions en tant qu'investisseur qui vont vraiment t'impacter, impacter tes décisions. Et du coup, bah ouais, c'est là, tu vois la panique à l'époque. Je me souviens, en avril, l'impression que c'était la fin du monde, quoi. Que ça y est, les économies allaient tous bah, un peu se fragiliser, ce monde morcelé. Et les marchés qui chutent vraiment hyper violemment. Je sais plus combien on a perdu par jour, mais c'est vraiment très violent. En 2-3 jours, on perd, je pense, 20% presque. Et là, on sent l'odeur de la panique. Et du coup, bah, là, c'est à ce moment-là que j'ai acheté. J'ai eu de la chance, hein, franchement. On n'achète pas toujours le point bas du marché, mais j'ai eu la chance d'acheter, je crois, le 7 avril. J'ai fait le plein sur des valeurs américaines que je trouve intéressantes et aussi sur le Bitcoin à ce moment-là. Donc, ouais, j'ai retenu ma leçon, mais c'est vrai qu'on avait vraiment eu le point comparable au Covid. Après, faut pas non plus penser que tous les cracks des prochaines années vont se résorber de la sorte et voir de nouveau les marchés exploser en Aussi quelques vite, en mois. tout cas, Ouais, ouais, bien sûr. ouais. Après, on peut penser que sur le long terme, les cracks seront toujours compensés, qu'il y aura une croissance mondiale qui portera quand même les bourses. Ouais. Mais effectivement, là, c'était une euphorie. Et alors, ta perf sur l'année, de combien? Du coup, j'ai du mal à suivre la perf parce que du coup, j'ai plusieurs comptes d'investissement et du coup, Mais c'est à un la, à peu la grosse dur. louche, grosso modo? Et autour de 15%, je pense, 15-20, parce que du coup, j'ai de l'or, j'ai du Bitcoin, j'ai des actions. Donc ouais, ça doit être dans cette fourchette-là, autour des 15-20. J'ai pas fait les calculs exacts, mais c'est à peu près ça. Ouais. Et là, sur cette année, le bon coup que tu as fait, justement, lié à ces tarifs douaniers, c'était pour se pencher un peu sur une valeur? Là, le meilleur coup que j'ai fait, c'était Uber. L'entreprise Uber, à cette époque-là, je l'ai acheté, du coup, bah, comme je te l'ai dit, là, le 7 avril. Le 7 avril était à 57 dollars, si je me trompe pas. Elle est montée à peu près à 100 dollars à la fin de l'année. Et là, elle doit être à 90 actuellement. Donc, ouais, non, vraiment très, très bon achat. Et c'était vraiment un moment pertinent, en fait, à ce moment-là. C'était vraiment une belle porte ouverte, en tout cas, à cette époque-là, quoi. Ok, donc l'action Uber s'est très bien portée cette année. Et c'est marrant parce que ça n'a pas de lien direct avec Liberation Day et les tarifs de Donald Trump, mais tu l'as quand même bien senti. Pas du tout, ouais. En fait, c'est ça qui est ce qui est assez fou dans ces moments-là, c'est que tout baisse, tu vois, des moins 20%, alors qu'il y a des actions qui n'ont rien à voir. Ils sont Enfin, décorrélés à ouais, l'événement. Ouais. voilà. Tu vois, Uber n'importe pas forcément de choses de la France aux US Ouais. ou vice-versa. C'était ça ton anomalie de marché, c'était de Ouais, te dire pourquoi est-ce que ça baisse alors qu'il n'y aura pas de conséquences des tarifs douaniers. ouais, c'est ça. Du coup, c'est un peu la philosophie d'investissement que j'ai, c'est que les marchés sont parfois irrationnels à court terme, mais sont rationnels à long terme quand même. Donc, en tant qu'investisseur, quand on se forme, quand on sait repérer ces anomalies, quand on sait repérer aussi les bonnes valeurs, tu vois. J'ai pas acheté Uber aussi par hasard, c'est parce que c'était une entreprise qui était pas endettée, qui avait une bonne génération de free cash flow, des termes techniques, mais voilà, c'est vraiment une entreprise que j'ai analysée avant d'acheter. Et bah, c'est à ce moment-là, ouais, tu te dis pourquoi l'entreprise baisse autant, l'action baisse autant, tu sais que le business est de qualité. J'étais prêt aussi à accepter que l'action ne fasse rien pendant un an, tu vois, c'est possible.
Mais voilà, je savais que je l'achetais au moins à bon prix parce que j'estimais que sa valeur intrinsèque, donc la valeur vraiment du business, était plus élevée que sa valeur à l'époque sur les marchés, quoi. Trop bien. Et tu es toujours sur Uber? Tu cherches encore de la valeur à long terme ou tu as revendu? Ouais, totalement. Je suis sur Uber encore. Là, il y a encore des bons résultats tout le temps qui sont affichés. En ce moment, l'action elle est un peu dans une phase où c'est un peu plus complexe. Depuis qu'elle a atteint les $100, elle a un peu corrigé. Comme je te dis, elle a atteint, je crois, 90, mais elle a atteint 80 même. Et il y a en fait toute la peur des véhicules autonomes, notamment conduits, donc qui fait peur aux investisseurs. Donc ça, c'est vrai que ça fait un peu corriger l'action, Alors que ça pourrait mais être une opportunité en plus pour Uber. Si demain ils arrivent à remplacer leurs chauffeurs par des voitures autonomes, ouais, la totalement. marge sera encore meilleure. En fait, le marché, il s'inquiète beaucoup. Est-ce que c'est vraiment justifié ou pas? On peut pas le dire en ce moment, mais c'est vrai que pour l'instant, la valorisation, elle est vraiment pas très élevée de Uber. Donc, je dirais que le couple rendement-risque, il est intéressant toujours. C'est pas du coup quelque chose qui m'interpelle, qui me ferait vendre en tout cas cette valeur parce que les fondamentaux sont là, ils font vraiment des bons résultats. Ils ont vraiment une bonne génération de cash pour le business, c'est un business sain, donc ouais, pour l'instant, moi, il n'y a pas de souci. Et ta logique quand tu investis sur une valeur comme Uber, c'est de viser une sortie à un temps donné où tu restes dans la société justement tant que les fondamentaux seront bons et tu te dis, bah voilà, non, je sais qu'il y a encore de la valeur à aller chercher, la direction de la société me va bien, la conjoncture est bonne pour Uber, je continue à faire confiance. Bah, là, pour répondre à ta question, j'aime bien citer Warren Buffett qui dit notre période de temps de portage d'une action, c'est l'infini, quoi. C'est vraiment sa période de temps préférée. C'est s'il achète une action, il a envie de la garder toute sa vie. Donc, c'est un peu la philosophie que je cherche vraiment à avoir dans mes investissements. J'ai pu faire des erreurs avant où justement, j'ai acheté des actions et je me suis rendu compte que, tu vois, s'il y avait de la volatilité, si ça baissait, je me suis dit, ouais, c'est pas forcément une action que j'aimerais peut-être avoir pendant 30 ans. Et là, là c'est dur à dire maintenant sur Uber. Peut-être qu'il y a quelque chose qui me fera changer d'avis. Mais actuellement, c'est une valeur ouais, que je souhaite garder à long terme. J'ai pas d'objectif de revente, en tout cas dans les 5 prochaines années. À part s'il y a vraiment quelque chose qui a changé le marché, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, trop bien. Et alors pourquoi tu as décidé de démocratiser comme ça ce savoir chèrement acquis pendant tes études, pendant tes différents stages et puis tout le travail que tu fais au quotidien? C'est pour deux raisons principales. La première, c'est vraiment parce que j'ai vu dans ma famille en fait et dans mes proches ce que ça a fait le manque d'éducation financière, tu vois. C'est pour te donner un exemple, c'est que mon père il a toujours travaillé en Suisse dans sa vie, donc il a toujours eu un revenu confortable. Et pour autant, il n'a jamais investi. Enfin, il était dans une banque traditionnelle avec des conseillers. Ils n'ont jamais proposé tourner vers des placements qui me pourraient rapporter. Et du coup, j'étais un jour, il y a 2, 3 ans, je crois, en rendez-vous à la banque avec lui, parce que justement, je commençais du coup à vraiment investir de mon propre côté. Du coup, il m'avait demandé de l'accompagner à ce jour-là. Et on a fait un peu le point sur ses comptes. Et c'est là que ouais, j'ai vu un peu combien vraiment ça coûtait de ne pas être éduqué financièrement, de ne pas avoir eu les bons réflexes, de ne pas être bien conseillé aussi. Pour te dire, c'est que sur la banque lui avait fait ouvrir une assurance vie. En 1999, on était en 2023 et il avait gagné, je crois, 12%. Ouais, c'était En, en catastrophique, 24 quoi. ans. Ouais, bien sûr. Retraité de l'inflation, Bien sûr, c'est négatif. t'as perdu de l'argent, clairement. Évidemment. Au contraire, pendant les marchés, bon, forcément, 99, c'était peut-être pas la meilleure année pour se lancer, mais Mm. tu vois, si tu investissais justement tous les mois une petite partie avec un portefeuille diversifié, tu peux viser clairement les 8% de rendement par an. À la fin du coup, à ta retraite, ça Ouais. fait des centaines de milliers d'euros de perdus parce que tu n'as pas été éduqué financièrement, parce que tu n'as pas été bien conseillé. Les banquiers, sur ce coup-là, forcément, eux, ils étaient contents. C'est eux qui sont L'assurance vie, ils gagnants. se sont gavés. Ouais. Et je crois qu'il y a des frais de versement de 3%, tu vois. Donc, c'était assez fou de voir ça. Et ouais, du coup, ça m'a rendu un peu énervé de voir ça, de voir que ma propre famille a un peu eu ce manque d'éducation financière et que C'est fait avoir par le système et comme tous les petits garçons, tu es là pour venger ton père. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu ça. Et du coup, il y a ce côté-là. Et le deuxième côté de pourquoi je souhaite démocratiser aussi l'investissement et j'en parle sur les réseaux, c'est plus pour ma génération maintenant.
dans ma génération, c'est vrai que je pense que c'est important de ne pas compter sur l'État pour se créer une retraite. On est de plus en plus à le savoir, tu vois. Mais c'est quand même important d'en parler. C'est important de montrer aussi bah, comment faire concrètement, de parler d'argent sans tabou en France. C'était longtemps un tabou et Le ouais, ma niveau des finances génération. publiques fait que mathématiquement, démographiquement, économiquement, les pensions vont baisser, que ce soit des baisses drastiques comme on a eu en Grèce ou des baisses Mm. granulaires année après année de non-revalorisation, de choses comme ça, quoi. Ouais, totalement. En fait, c'est juste statistique, quoi. Si tu fais un peu les calculs, tu comprends très vite que tu peux pas compter que sur l'État. Tu vois, moi j'ai 27 ans, les personnes de ma génération, bah, ça va être très compliqué si on se prend pas en main, si on prend pas en main notre argent. Donc c'est vraiment important d'en parler et c'est important d'avoir les bons réflexes jeunes pour justement éviter d'être dans la situation où tu arrives un moment où, bah, au final, si tu n'avais pas investi, ça t'a coûté des milliers d'euros de ce manque d'éducation financière. Donc c'est dommage d'en arriver là. Et pour ne pas en arriver là, bah, faut parler d'investissement, faut être 100% transparent, être aussi dans l'éducation, dans le partage des connaissances et puis prendre en main son argent, en fait, tout simplement, quoi. Et donc, ça sert à quoi Finance Data exactement? Qu'est-ce que tu proposes sur ton média? Pourquoi est-ce que des gens devraient s'y intéresser? Quelle est la valeur ajoutée? Bah, du coup, sur Instagram notamment, là, j'ai pris un virage où je fais pas mal de vidéos courtes. Donc là, je fais des vidéos sur bah, permettre aux gens de comprendre en fait les mécanismes, que ce soit de la bourse, des marchés, de l'économie et de la finance de manière générale. Je ne vais pas être dans le cliché de top 3 des actions à acheter pour devenir riche en 2026, mais vraiment plus essayer de faire comprendre aux gens les mécanismes un peu profonds aussi pour aussi éviter qu'ils n'investissent sans connaître les mécanismes, parce que je pense qu'un investisseur averti, c'est vraiment hyper important d'être averti sur les marchés, même s'il y en a beaucoup qui se lancent dans les ETF, ce qui est très bien quand on débute ou quand vraiment on n'a pas le temps et tout, c'est une super manière. Mais c'est aussi bien de comprendre plus les fondamentaux, tu vois, des marchés, pourquoi une action va monter à long terme, qu'est-ce qui impacte cette action, pourquoi il peut y avoir de la volatilité à court terme. Du coup, j'ai partagé vraiment des vidéos sur ce sujet-là, sur ces sujets-là en profondeur. Et à côté, j'ai ma newsletter où là, du coup, je travaille avec un macroéconomiste qui rédige une newsletter. Bah, tous les mardis, on l'envoie le mardi matin sur un sujet. On a fait du coup bah, sur des sujets, par exemple sur le Venezuela récemment, on fait de l'actualité des fois un peu pour expliquer bah, sur les sujets économiques un peu les enjeux. On a fait aussi sur le besoin de l'énergie pour l'intelligence artificielle dans le futur. Donc voilà, il y a des sujets comme ça. Et il y a une newsletter aussi du coup bimensuelle. Donc il y a deux éditions, une édition hebdo, une édition bimensuelle. Et là, dans cette édition bimensuelle, j'analyse une action en fait, que je trouve intéressante et pas forcément qui va avoir un gros potentiel de hausse. Je peux aussi parler des actions qui peut-être des fois sont survalorisées ou bah, des actions que je trouve vraiment intéressantes. Et là, je fais l'analyse complète et j'explique un peu ma vision sur cette valeur, quoi. Ouais, donc toi, tu es vraiment dans la compréhension de l'économie, des valeurs, des bilans, des tendances, etc. Et c'est pas juste un investisseur passif. T'as pas d'argent dans les ETF aujourd'hui. C'est ça, du côté du marché action, en fait, j'ai aucun ETF. Un ETF sur l'or. Du coup, ça, c'est un ETF qui est sur Qui est en fait un métal. quasiment pas un ETF, en fait, parce que Oui, c'est c'est juste. ça. C'est un Ça réplique ETC. la valeur d'un bien, d'une commodité. Donc, C'est ça, ouais. Et du coup, ouais, pas d'ETF. Pourquoi? Parce que, en fait, bah, j'ai commencé vraiment à, du coup, avoir de l'argent à placer. Et c'était sur des niveaux déjà, bah, je crois que c'était en 2022, 2023 surtout. Je voyais que les marchés américains, ils étaient quand même assez chers déjà, les indices boursiers. Tu vois, tout le monde parle d'ETF S&P 500. Comme on l'a dit auparavant, c'est très bien quand on débute. C'est une super manière aussi d'investir passivement. Mais quand tu cherches à maîtriser ton risque en tant qu'investisseur, que tu es aussi un investisseur du coup averti, bah, là, je trouvais que le couple rendement-risque à court moyen terme sur les indices boursiers américains, sur les ETF, du coup, sur ces indices-là, était pas le meilleur. Je donc voulais là, tu es quand même maîtriser. en train de prendre le contre-pied de toute la doxa sur les ETF. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps, c'est là qu'on aura le meilleur rendement parce que c'est très difficile d'aller battre le marché. Et c'est là qu'on aura le moins de risques parce qu'on est le plus diversifié sur un ensemble de valeurs.
Toi, tu penses qu'en fait, c'est un mythe et il faut faire attention et plutôt s'intéresser au marché. Ouais, je dirais pas que c'est un mythe parce que c'est vrai qu'à long terme, forcément, si tu investis sur 40 ans les ETF et que tu veux rester passif, bah c'est une très bonne solution. Si t'as pas le temps aussi de t'intéresser plus que ça, si t'as pas vraiment l'envie, forcément, c'est un bon moyen Mais sur le de. rendement, tu penses que qui aura plus de rendement, toi ou un ETF? Je dirais que sur le rendement, ça peut être équivalent, mais en revanche, peut-être que je maîtriserais un peu mieux mon risque en choisissant les bonnes entreprises, tu vois. Parce que du coup, je saurais quelles entreprises j'ai choisies, à quelle valeur je les ai achetées aussi, et pourquoi à long terme je les détiens. Donc ça peut être du coup, on parle toujours de couple rendement-risque, tu vois. Donc là, ces dernières années, on a eu des super rendements sur les ETF. J'ai aussi fait pardon, des super belles performances sur les actions. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir plus maîtrisé mon risque sur les actions en les choisissant bien, en construisant un portefeuille aussi hein, d'actions qui vont bien ensemble, diversifiées. Mais du coup, ouais, c'est pas noir ou blanc, mais il y a des contrastes à apporter parce que je pense qu'on biberonne pas mal les gens avec les ETF, ce qui est très bien pour mettre le pied à l'étrier, mais c'est important aussi de comprendre derrière les mécanismes, pourquoi les marchés peuvent corriger, pourquoi les marchés vont monter, pourquoi il y a des phases aussi où bah, tout simplement les indices ils peuvent aussi ne pas faire grand-chose. Tu vois, actuellement, les valorisations sur les ETF, sur les indices américains sont très élevées. Et tu penses justement que les ETF peut-être viennent biaiser les marchés? C'est-à-dire qu'à force d'avoir des investisseurs sans cerveau qui vont tous suivre le mouton qui est devant eux, justement, il y a des valorisations qui sont plus justifiées. Et toi, en tant qu'investisseur qui va s'intéresser aux valeurs, au marché, etc., tu vas pouvoir dénicher plus d'anomalies et avoir donc plus d'alpha qu'un ETF? Bah, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu ça ces dernières années, qu'on voit que en fait, dès que des valeurs sont dans le S&P 500, on a quand même beaucoup de mal à trouver des valeurs pas chères dans ces indices-là, dans le Nasdaq aussi. Du coup, c'est aussi forcément lié à toute la bulle des valorisations sur l'IA. Enfin, c'est vraiment aussi un gros facteur. Mais c'est vrai que l'argent va beaucoup sur ces valeurs-là, aussi l'argent bah, lié aux ETF, quoi. Donc, pour l'investisseur qui souhaite chercher aussi d'autres valeurs, c'est aussi une opportunité, justement, tu l'as dit, parce qu'il y a beaucoup de valeurs sur lesquelles les investisseurs ne vont pas poser les yeux. Donc, c'est intéressant de regarder bah, aussi de l'autre côté de la barrière un peu pour voir un peu ce qui se fait, à condition d'être formé, parce que forcément, c'est pas pour tout le monde aussi de se lancer dans le stock picking. C'est pas du tout quelque chose qui peut s'inventer, faut se former. Et quand on est formé, quand on sait lire un bilan, quand on sait attester de la qualité d'une entreprise, quand on repère aussi des anomalies, bah là, c'est vrai que du coup, on met aussi plus de chances de son côté. C'est un peu statistique, quoi. C'est qu'on va chercher surtout on va essayer de minimiser ses chances de perdre et de maximiser ses chances de gagner quand on est investisseur en action et qu'on fait ses choix, quoi. Donc tu évoques la bulle de l'IA, tu l'as dit. Tu penses qu'il y a une bulle? Toi, tu n'es pas exposé du tout sur les valeurs très élevées, les 7 magnifiques, etc. Tu penses qu'il va y avoir une correction? Tu penses qu'il peut y avoir un crack? Que c'est la bulle de l'Internet qui nous pend au nez? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la question à 1000 milliards, j'ai envie de dire, mais Peut-être même c'est beaucoup plus que ça. beaucoup plus. Ouais. Si les marchés corrigent, c'est encore plus. Mais c'est vrai que c'est assez dur. Je dirais pas qu'il y a une bulle dans le sens où, à l'époque, dans les années 2000, il n'y avait pas les bénéfices qui suivaient les valorisations, les entreprises et les cours boursiers. Cette fois-ci, on a quand même beaucoup de bénéfices qui sont générés par ces entreprises tech, mais c'est pas des bénéfices qui sont liés à l'IA. Une Meta va pas s'effondrer du jour au lendemain, même s'ils ont fait des mauvais investissements dans l'IA, comme ils ont fait avant dans le métaverse. Justement, ça reste une entreprise solide, qui génère beaucoup de cash flow et Ouais, qui a des totalement. marges importantes. Ils ont quand même, tu vois, ces gros business, là, tu parles des 7 magnifiques, à part Nvidia qui est quasiment full IA. Maintenant, les autres, ils ont quand même des business diversifiés, ils génèrent beaucoup de cash. Mais ce qui m'inquiète plus en ce moment, c'est peut-être l'endettement aussi de ces sociétés-là, tu vois. Ils investissent massivement, du coup, ils ont des endettements qui progressent. Et donc, est-ce qu'on aura une bulle, est-ce qu'on aura un crack d'ici quelques années comme l'an 2000? Je suis pas persuadé, mais est-ce qu'on aura un dégonflement des valorisations? On pourrait bah, justement avoir du coup les indices qui vont plus stagner, parce que c'est vrai que quand on regarde les valorisations des indices, les valorisations, bah, on est presque sur les plus hauts historiques. Donc on peut juste avoir des indices qui font pas grand-chose pendant 10 ans, et du coup, mécaniquement, si les bénéfices progressent,
les valorisations vont un peu se tarir, donc on aura des valorisations qui seront un peu plus dans les normes, quoi. Et donc, tu penses qu'on peut arriver au crépuscule des indices qui vont être très flat et se dégonfler petit à petit en attendant que les métriques économiques derrière rattrapent les très hautes valorisations? Ouais, c'est possible, hein, c'est totalement possible. Déjà, tu vois, l'an dernier, par exemple, on parle souvent des États-Unis, mais c'est pas du tout les États-Unis qui ont fait la meilleure performance l'an dernier. On a eu des super performances, par exemple en Europe, surtout en Espagne, En Espagne, bien sûr. en Allemagne, justement, où bah, là, il y avait des valorisations, je pense aussi. Même en Allemagne, sans croissance, effectivement, le DAX Ouais. fait mieux que le S&P. Je crois que le S&P est autour de 16, alors que le DAX est à 20%, l'Espagne est à 30%, l'Italie est Ouais. très forte aussi. C'est ça, tu vois, il y a aussi un marché bon, dont personne n'a parlé, mais le marché grec, tu vois, il y a eu des valorisations hyper basses en début 2025 et 2024. Du coup, bah, le marché grec a rattrapé un peu naturellement et du coup, bah, il y a eu une super belle performance sur sur ce marché-là. Et Et toi, tu vas sur des marchés comme ça un peu exotiques, ça peut faire peur à l'investisseur français qui aime le CAC 40, les entreprises qu'il connaît, proches de chez lui. Toi, ouais, tu prends ton risque en allant, en plus, la Grèce, réputation un peu difficile historiquement en Europe, ouais. tu y crois, ouais. Bah, en Grèce, j'ai acheté une action. C'est une action qui fait du yaourt grec. Ah, mais Ça c'est- s'invente pas. Mais ouais, du coup, j'ai acheté une action. Je suis allé sur ce marché-là. Bah, pour cette action, je suis pas allé sur le marché grec exprès, mais j'ai vu cette action qui était intéressante. Et qu'est-ce qui t'a poussé à Euh, prendre cette action? je la trouvais vraiment pas chère. Une action qui est d'une entreprise familiale détenue depuis, je crois, plus d'une soixantaine d'années. Donc ça, c'est déjà un super point positif. Ça veut dire que l'actionnariat a une vision long terme. C'est quoi pas cher, précisément? C'est quel ratio tu utilises pour dire c'est pas cher? Quand je regarde des ratios, du coup, je regarde surtout bah, le prix sur free cash flow, je regarde le price to earnings et je regarde aussi, en fait, tout simplement, je fais un Donc, le prix TCF. par rapport au résultat, le prix par rapport C'est au ça, cash flow libre, ok. c'est ça. Et là, c'était quoi pas cher? C'est que Je crois que sur le price to earnings, tu vois, sur une société qui fait une bonne croissance, je crois qu'elle fait à peu près 15-20% de croissance ces 2 dernières années. Le price to earnings, donc, il était à 12 à un moment quand je suis entré, 11 ou 12. Et c'est vrai que tu vois, il y a une règle de Peter Lynch, il compare souvent, c'est un de mes investisseurs préférés, il compare souvent la croissance de l'entreprise et son ratio PE. Donc pour lui, il divise le ratio PE par la croissance annuelle des bénéfices, et donc ça donne le ratio PEG, et ça donne en fait pour lui une valorisation correcte, c'est quand l'entreprise vaut à peu près 1, donc elle vaut à peu près son ratio PE équivalent à la croissance de ses bénéfices annuels. Donc et là, en là, il y avait un l'occurrence, gros écart entre ce qu'elle aurait dû valoir et ce qu'elle valait réellement, c'est ça? voilà, c'est ça, ouais. Du coup, tu vois, si on estime une croissance annuelle des bénéfices de 20%, bah, pour Peter Lynch, le ratio, le PE ratio à ce moment-là correct, ça aurait été à peu près 20. Donc là, quand on est à 11, 12, on se On rend est compte que nettement c'est en dessous, intéressant. Ouais. C'était une société pas endettée, en croissance, avec un actionnariat familial. Donc ça, c'était intéressant. Donc c'est pour ça que j'y suis allé sur ce marché grec, Et là, quoi. typiquement, tu alloues quelle part de ton patrimoine? Tu trouves une valeur comme ça? C'est quoi? Tu te concentres sur quelques valeurs, tu essaies de diversifier, c'est 5%, c'est 10, c'est 1? Sur le marché action, du coup, j'essaye d'avoir une dizaine de valeurs que je connais, que je suis. Là aussi, on n'en a pas parlé avant, mais pourquoi j'ai choisi cette valeur, c'est que c'est une valeur aussi qui est facilement... on arrive à comprendre en fait l'entreprise qui vend des yaourts grecs, tu comprends facilement ce qu'elle fait, comment elle gagne de l'argent, comment elle va générer des bénéfices. Demain, tu me demandes d'aller sur une entreprise hyper tech niche sur le quantum computing, je ne sais pas comment elle va gagner de l'argent, c'est pas mon domaine d'expertise, je le sais, et j'y vais pas. Là, du coup, c'est une valeur assez compréhensible. Et donc, là, dans mes choix de gestion de portefeuille, je vais allouer du coup à peu près 10 valeurs et je vais essayer de ne pas dépasser 30% sur une valeur. En général, ouais, j'essaye de mettre max 10% sur une Ouais. valeur, quoi. Du coup, ça fait à peu près un portefeuille équipondéré au final. Ok. Et quelles sont les erreurs fréquentes que tu retrouves chez des investisseurs qui vont pour la première fois en bourse? Pour les investisseurs qui vont la première fois en bourse, je dirais que ce que je vois le plus souvent, c'est vraiment de céder à leurs émotions. C'est de soit céder du coup à l'euphorie. Tu vois que par exemple, il y a l'or, il y a les indices, il y a le Bitcoin. Bitcoin, c'est vraiment genre le cliché
des investisseurs qui achètent trop tard, les particuliers qui vont acheter au sommet quand tout le monde en parle sur les médias, sur les réseaux et autour de toi. Là, du coup, ils vont céder à l'euphorie, ils vont acheter trop cher. Donc ça, c'est vraiment céder aux émotions, ne pas avoir ce recul, ce sang-froid qui fait un peu perdre de l'argent aux investisseurs particuliers, malheureusement. Ouais, c'est ce que Rockefeller disait quand mon chauffeur de taxi commence à me parler d'une action, c'est que tout le monde en parle et c'est que c'est beaucoup moins intéressant d'y aller maintenant. Ouais, voilà, totalement. Tu vois, c'est vraiment le meilleur exemple que j'ai eu, c'était, je crois, en 2021. Je prends un Uber dans Paris, on parle de crypto. Quelques mois après, ça a fait moins 70 dans la foulée. Donc ouais, c'était vraiment pas un cliché de pas céder à l'euphorie et de rester patient. Ça, c'est vraiment hyper important sur les marchés, qu'on investisse en ETF ou en actions si on a vraiment été formé. Mais ouais, vraiment rester patient, ne pas céder à l'euphorie. Et si on a du coup un plan, entre guillemets, c'est vraiment très bien de se lancer sur les marchés et d'investir à long terme sans vraiment céder à ses émotions à court terme, quoi. Ok, très clair. Et toi, l'un de tes meilleurs investissements, en pourcentage, en euros, tu arrives à gagner combien et sur quel laps de temps, tu vois, pour avoir un peu une idée pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut gagner effectivement en bourse? J'interromps la vidéo 1 minute pour vous parler de notre guide bourse. Il est actuellement en kiosque. Des premiers pas au premier million, comment investir en bourse. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des liens cliquables dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous abonner à nos revues. À très bientôt, merci beaucoup. Je pense la meilleure performance que j'ai réalisée ces dernières années, c'était sur l'or, en fait, tout simplement. Je pense que j'ai acheté autour de 1600, 1800 euros à peu près l'once d'or en 2023. Donc un super moment, juste avant la hausse. Il y avait un phénomène qui t'a poussé à acheter de l'or à ce moment-là? J'en avais pas dans mon patrimoine, tout simplement. Okay. Et je trouvais qu'un patrimoine, c'est important d'être diversifié, quoi. Tu vois, j'avais déjà quelques cryptos, des actions, et il manquait l'or dans mon patrimoine. Donc je me suis dit que c'était intéressant. L'or, on n'en parlait pas tant que ça à l'époque. Donc c'était vraiment pas du tout déconnant. J'aurais pu acheter plus cher, hein, franchement, ça n'aurait pas été un souci dans une stratégie de diversification, surtout à long terme. Mais du coup, j'ai eu un bon prix d'achat et du coup, ouais, là, ça en était un peu près à 300% au final. Oui, là, on est à quoi? 4007 4850 dollars hier soir. La fragmentation du monde, à chaque fois qu'il y a une bombe qui explose quelque part, que les États-Unis mettent des coups de pression à leurs alliés, tout le monde fuit les monnaies traditionnelles pour se réfugier sur l'or. Donc, il y a probablement encore de la performance à aller chercher sur l'or. C'est ça, là, sur le long terme, vraiment, il n'y a pas de souci. Sur le court terme, il faut être conscient qu'après une hausse, on ne va pas faire 60% par an sur l'or, donc on peut vraiment se prendre un moins 30% dans les prochains temps sur l'or. Ça ne serait pas déconnant du tout quand on regarde le cours en ce moment qui fait que exploser. Mais à long terme, ouais, moi, j'ai pas trop de soucis. Dans un monde où l'endettement est massif, on a le monde qui se fragmente, on a aussi l'érosion monétaire avec l'inflation, tout ça qui fait que pour l'or, il n'y a pas vraiment de souci quand on a un horizon d'investissement très long terme. En tout cas, après, à court terme, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus penser qu'on va monter. Les arbres ne montent pas au ciel, donc voilà, faut pas non plus céder à l'euphorie, encore une fois, parce que là, on est un peu aussi dans l'euphorie de l'or qui gagne 10% par mois en ce moment, quoi. Et tu as la même logique sur Bitcoin ? Sur Bitcoin, j'ai la même logique. J'ai une autre stratégie différente que les actions. Là, c'est plus une stratégie d'accumulation parce que je sais que le marché aussi, il peut être un peu plus piégeur. Les marchés actions et marchés crypto, ils ne réagissent pas de la même façon. La volatilité n'est évidemment pas la même. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'as des nouvelles qui vont pas réagir. Tu vas pas avoir du tout les mêmes réactions, quoi. Donc voilà, le Bitcoin, moi, c'est aussi un investissement presque défensif dans ma tête, dans le sens où, dans un monde pareil, où il y a de l'endettement massif, où il y a l'inflation qui est toujours là, et aussi le contrôle des banques. Enfin, moi, je vois, j'ai eu plusieurs fois eu besoin de retirer des sommes pour investir, et souvent, la banque me bloquait ces sommes-là. Donc tu te rends vite compte aussi que tu n'es pas libre de ton argent. Et j'aime bien ce côté de Bitcoin où tu es beaucoup plus libre de ton argent quand tu le détiens sur toi-même, sur
sur des actifs, sur des clés Ledger par exemple. Toi, tu le détiens sur une clé, ouais. Je répartis en vrai parce ok. que c'est quand même, je trouve, risqué d'être que sur une clé Ledger. Et du coup, je préfère répartir sur des plateformes et sur une clé Ledger aussi. Mais ouais, non, je trouve que c'est quand même risqué d'être que à 100% sur une clé Ledger. Qu'on soit un particulier ou qu'on soit un investisseur pro aussi, j'essaie de diversifier mon risque en fait, comme un investisseur classique, voilà quoi. Et donc, pour toi, Bitcoin égale or numérique? Tu trouves les mêmes rationnels qui te poussent à acheter du Bitcoin? Tu dis c'est défensif, c'est face à l'érosion monétaire, etc. Ou tu vois d'autres qualités propres à Bitcoin qui te poussent vers cette valeur? Bah, je dirais que c'est de l'or numérique, mais pas dans le sens actif anti-crise, parce que forcément, tu vois, on le voit, s'il y a une crise demain, si je pense qu'il y a une crise mondiale qui est vraiment, pareil, les US qui rentrent en récession, je pense pas que le Bitcoin va résister de manière plus importante que l'or, mais S'il y a un krach boursier, on imagine que Bitcoin va voilà. en souffrir. Effectivement, Bitcoin n'a jamais réagi comme étant une valeur refuge dans des périodes de tension. C'est ça, ouais. Il y a quand même une étude de BlackRock qui a montré récemment que Bitcoin réagit mieux à 60 jours, je crois, que les autres actifs après une crise, après un événement majeur, que ce soit les invasions en Ukraine, que ce soit de l'attaque en Israël ou l'attaque ensuite à Gaza. Mais c'est vrai que du coup, je vois pas ça comme un actif non plus comme l'or numérique dans le sens où ça va pas être un actif anti-crise. Mais je vois ça comme un actif vraiment qui te permet aussi d'être diversifié dans ton patrimoine. Je pense que sans Bitcoin, t'es pas un patrimoine a besoin de Bitcoin pour être diversifié. Et tu as aussi tout ce côté souveraineté, quoi. Tu peux détenir vraiment tes propres Bitcoins. Sur l'or, c'est quand même complexe. Tu vas pas te balader avec tes lingots d'or. Si demain vraiment il y a un souci, que tu dois vite partir ou t'es à l'autre bout de la planète, tu veux envoyer de l'argent, Bitcoin ça le permet. L'or c'est quand même plus complexe, quoi. Ouais, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Ouais. Et alors là, on a vu tes belles réussites, félicitations. Si on regarde l'autre côté de la pièce, on n'a pas toujours des réussites, hein, ou alors on est Madoff. T'as pris quoi comme gamelle sur les marchés? Quelles actions t'as déçu? Alors là, sur les marchés, je pense à mes premières gamelles, c'était certaines petites cryptos en 2021. À l'époque, j'ai voulu l'erreur classique, hein, vouloir chercher la petite crypto qui pourra faire une très belle performance. Au final, ça va dans les deux sens. Ça monte vite de 100%, mais tu perds vite 80%. Du coup, j'ai vécu les deux. J'ai gagné 100% sans retirer mes gains. J'ai connu 80% derrière. Je crois que c'était e-gold à l'époque, en 2021. Bon, ça, voilà, t'apprends le métier un peu avec ça. Et là, tu avais foncé tête baissée sur un truc que tu connaissais pas, exactement. Dans l'euphorie, l'erreur que tu décrivais tout à l'heure, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. J'ai foncé tête baissée et j'avais pas analysé en fait le projet assez en profondeur. Et du coup, en fait, quand tu prends une perte sur quelque chose que tu maîtrises pas vraiment, là, tu te rends compte que t'es pas à l'aise. Et du coup, tu préfères couper la perte. Vaut mieux couper la perte dans ce cas-là. Et du côté action, plus récemment, l'an dernier, c'était Pluxee. Donc, c'était une action française. Et là, je l'avais acheté parce que, pareil, je trouvais que la valorisation... C'est quoi la boîte pour nous... c'est tout ce ils font du ticket resto et tous les avantages salariés. Okay. Donc, c'est une ancienne filiale de Sodexo. En fait, ils ont fait un spin-off et du coup, c'est devenu Pluxee. Et là, je l'avais acheté parce que ils faisaient de la bonne croissance. Franchement, les fondamentaux, c'était bon. Mais j'ai vraiment fait une mauvaise performance dessus et j'ai revendu même. J'ai préféré couper ma perte même si les fondamentaux étaient plutôt toujours bons parce que l'action faisait vraiment que baisser et c'était dans une tendance baissière. Ça, c'était vraiment une erreur que j'ai faite. J'ai acheté une action dans une tendance baissière. Donc là, tu as quand même plus de chances de voir l'action chuter par la suite. Et j'ai préféré couper la perte parce que c'est vrai que je m'inspire pas mal aussi de William Higgins, l'investisseur français, le gérant de fonds, qui disait souvent couper ses pires pertes du semestre ou du mois, justement pour éviter de s'attacher du coup à ses perdants. Parce que c'est vrai que la bourse... Faut pas essayer de se refaire à tout prix parce que c'est ça, ouais. Ça, c'est le aussi cycle va continuer. C'est vraiment une erreur que je vois souvent, c'est que les gens, ils achètent trop haut, ça baisse, et du coup, ils veulent pas accepter leurs pertes.
Et donc, il se retrouve avec un portefeuille de daube, avec un portefeuille où et ça fait qu'il n'y a que des moins 80%, et que ce soit sur des actions, sur des cryptos ou d'autres, hein. Mais du coup, ils font pas le tri. Au final, c'est vraiment des boulets qu'ils ont au pied. Et c'est dommage parce que si tu acceptes une perte, même si tu acceptes une perte de moins 70%, si tu fais moins 80 en dessous, c'est quand même encore un gap. Et c'est moins 70% si tu l'investis ensuite sur une bonne valeur que tu as analysée, que tu espères qu'il va monter, et que vraiment là, il y a des meilleures raisons. Voilà, ça sera du coup la différence, elle est énorme au final de se retrouver avec des boulets plutôt que de monter dans un train qui est vraiment qui va plus vite, quoi. Alors, si on devait résumer 3 erreurs, là, t'en donnes une. Ne pas prendre sa perte, continuer sur de mauvaises valeurs. 2 autres, de manière un peu schématique pour ceux qui nous écoutent. Sur les 2 autres, je dirais vraiment les erreurs classiques que je vois des investisseurs en ce moment, de ma communauté sur les réseaux notamment, c'est de mélanger les ETF et de penser qu'ils sont diversifiés. Ils vont avoir un ETF MSCI World, un ETF S&P 500 et un ETF Nasdaq 100. Et ils vont se dire, je suis diversifié, j'ai 3 ETF. Au final, ils achètent 3 fois les mêmes boîtes dans leur portefeuille. Et ça suffit pas en fait en termes de diversification. Vaut mieux du coup choisir un ETF pour des raisons qui sont propres. Tu fais ton analyse, tu choisis ton ETF et à ce moment-là, du coup, tu sais pourquoi tu as cet ETF, plutôt que de faire un mix et penser que la soupe va être bonne. Au final tu vas pas être diversifié à ce moment-là. Donc c'est un peu dommage de faire cette erreur parce que ça peut être très vite corrigé. Et sur une deuxième erreur que je vois aussi souvent, c'est vraiment d'être pas patient au final. Parce que c'est vrai que les marchés, ça donne pas forcément raison très vite. Là, ces derniers temps, on a eu quand même des super belles performances sur tout, hein. On a les indices actions qui sont au plus haut, on a l'or qui est au plus haut, on a le Bitcoin qui reste quand même très élevé. Mais il y a des investisseurs qui commencent à investir et qui veulent des résultats sur 1 ou 2 ans. Au final, faut quand même avoir une vision long terme. La plus grande force d'un investisseur, c'est d'être patient en fait, à long terme. Et c'est vraiment cette machine qui permet de développer son patrimoine financier, mais à long terme. Donc pour ça, il faut être patient. Et tu penses que les investisseurs sur les marchés, en moyenne, gagnent, perdent de l'argent? Parce qu'il y a un peu cette crainte, quand tu es un investisseur individuel, d'aller sur un marché où tu as plein d'institutionnels, des professionnels, armés jusqu'aux dents, des analystes avec plein de data que tu n'as pas, des algorithmes face à toi, du trading haute fréquence. Comment tu fais pour naviguer dans ces eaux troubles quand tu es un petit actionnaire individuel qui veut placer une partie de ses économies en bourse? Je pense qu'il faut chercher à faire simple. Parce que du coup, tu l'as dit, les investisseurs professionnels, eux, le complexe, ils le font. Donc si tu veux aller là-bas de ton propre chef, quand tu es un petit investisseur, faire très complexe, ça va être difficile. Donc faire simple, soit tu prends la gestion passive si tu penses que c'est le mieux pour toi, tu choisis, tu crées un portefeuille de gestion passive diversifié, encore une fois, hein. Tu prends des ETF, tu peux prendre aussi de l'or, tu peux prendre du Bitcoin. Tu crées ton portefeuille solide, diversifié avec un plan. Je ne sais pas si tu veux investir peut-être tous les mois ou vraiment avoir un plan à long terme qui te permet d'avoir, en fait, à ne aussi moins réfléchir constamment. Ou sinon, si tu veux, dans la gestion active, cette fois-ci, ça c'est vraiment, je pense, important, c'est de ne pas chercher non plus trop complexe. C'est tout simplement, si tu cherches à du coup, avoir toujours un portefeuille diversifié, tu as toujours de l'or et du Bitcoin. Mais si tu veux chercher de la gestion active sur les actions, par exemple, là, pourquoi pas juste acheter des actions de qualité quand elles sont pas très chères après des mouvements qui te paraissent un peu anormaux, tu vois, on l'a dit, hein, pendant le Covid, on a eu aussi en 2022, on a eu une belle correction. Là aussi, en 2025, on a eu du coup le Liberation Day. Juste avant, c'était vraiment la panique sur les marchés. Donc voilà, il y a toujours des moments où on peut acheter des valeurs intéressantes à bon prix. Et du coup, soit quand tu es un investisseur particulier, soit tu choisis gestion active et gestion passive. Beaucoup choisissent gestion passive, mais il faut surtout avoir un plan et pas chercher à faire trop complexe non plus, tout en étant diversifié, quoi. Mais alors justement, les signaux qu'il faut regarder pour toi pour investir, si on veut se pencher, faire un peu d'analyse fondamentale, si on a le goût de ça, l'intérêt, mais sans rentrer dans des trucs trop financiers, trop complexes,
C'est quoi les quelques points d'appui, les quelques signaux à suivre, quelques critères à respecter pour bien investir? Bah, pour ça, vraiment, je recommande déjà de lire. J'ai lu le livre de Peter Lynch, One Up on Wall Street. C'est une super bonne introduction à la bourse et à comment choisir ses actions avec un peu un bon sens paysan presque, j'ai envie de dire. Dans le sens où lui, Peter Lynch, vraiment ce que j'ai retenu et ce que je retiens aussi de William Higgins, qui est du coup un investisseur, un gérant de fonds en France, c'est que il n'y a pas tant de critères à regarder que ça. Il faut juste s'assurer surtout que l'entreprise n'est pas endettée, pas trop endettée. En tout cas, elle a une gestion des finances saine. La dette. Que Pourquoi l'entreprise, c'est important, la dette? parce que si l'entreprise se retrouve en situation délicate, qu'elle ne fait pas forcément de croissance et qu'il y a des périodes où ça peut aller moins bien aussi, hein, on ne peut pas tout prévoir. Si l'entreprise est endettée, elle peut faire faillite. Et là, du coup, à ce moment-là, l'action peut tomber à zéro et être retirée des marchés, quoi. Donc, c'est important. Une entreprise qui a un endettement sain ou qui a même pas de dette du tout, ça c'est vraiment déjà un super bon signal, c'est que l'entreprise a les reins solides, quoi. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est que l'entreprise va réaliser de la croissance, va réaliser des bénéfices, réalise aussi, il y a du cash qui rentre grâce à son activité. Alors, la dette, la croissance du chiffre d'affaires. Ouais, et des bénéfices, et du free cash flow, donc du cash généré par l'activité. Tu peux nous décrire un peu le free cash flow, ce que c'est? Le free cash flow, en gros, c'est vraiment l'argent qui va rentrer dans la société sur un instant, sur une période donnée. Donc, tu vois, le bénéfice, c'est vraiment le bénéfice, le profit comptable. Le free cash flow, c'est plus ou moins ce qui rentre dans les caisses de l'entreprise dans cette période donnée, quoi. Donc, ça te donne à peu près une idée de combien l'entreprise va gagner, et combien elle a d'argent. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est quand même le cash. Si elle n'a pas de cash, du coup, elle va devoir s'endetter pour financer peut-être sa croissance ou son activité. Donc vraiment, le cash, c'est hyper important. Oui, parce que pour bien expliquer aux auditeurs, on peut effectivement avoir un chiffre d'affaires et du résultat sans toujours avoir le cash en face. On peut facturer à son client si on a des délais de paiement pour recevoir l'argent qui a été facturé. Comptablement, bah, c'est inscrit comme du chiffre d'affaires. Ça peut générer du résultat. Mais la société ne peut pas payer ses salariés, ne peut pas développer son entreprise sans recevoir l'argent. Donc c'est vrai que le free cash flow, c'est vraiment la mesure très précise de ce qui rentre dans la trésorerie, dans le portefeuille de l'entreprise et qui peut être effectivement utilisé pour se développer. Ouais, totalement. Bah, je pense que tu le connais aussi en tant qu'entrepreneur, hein. C'est le cash, c'est un peu le nerf de la guerre. Quand tu n'as pas de trésorerie, c'est vraiment la pire chose qui peut arriver, je pense, à un entrepreneur, que tu n'as pas de trésorerie. Pourtant, tu sais que tu peux faire du bénéfice, un comptable, justement, tu peux facturer, mais si cet argent ne rentre pas, ça devient vraiment complexe quand tu as des prestataires à payer. Et ça, c'est le cas de toutes les entreprises, que ce soit d'une petite entreprise comme les plus grosses en bourse. Le cash, c'est le nerf de la guerre. Donc, endettement, cash, et je dirais aussi, en fait, tout simplement, de regarder l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Si on le comprend, c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, on est beaucoup plus à l'aise de comprendre l'activité de l'entreprise quand on est un investisseur. C'est pour ça qu'avant on parlait des yaourts grecs. Je suis beaucoup plus à l'aise d'acheter une entreprise qui fait du yaourt grec que d'acheter une entreprise qui fait du cloud computing, quoi. Et c'est pareil, tu vois, par exemple avec Ferrari, je pense que c'est un très bon exemple, c'est que tout le monde comprend ce que fait Ferrari, tout le monde comprend ce que fait Hermès. C'est des très bonnes sociétés. Et du coup, cette compréhension, c'est aussi important. Ouais, dans l'esprit d'un investisseur, c'est aussi rassurant de comprendre ce que fait l'entreprise, quoi. Et toi, sur les cryptos, justement, tu préconises quoi? De s'exposer au Bitcoin? Est-ce qu'on peut aller sur les altcoins, les autres crypto-monnaies? Est-ce qu'il y a, pareil, une analyse fondamentale de ces valeurs-là? Est-ce qu'il faut les éviter parce qu'elles sont beaucoup trop volatiles, trop dangereuses? Est-ce que tu peux appliquer un peu on voit qu'il y a de la science derrière ton analyse des sociétés. Est-ce qu'on peut appliquer un peu la même science au monde des crypto-monnaies? Sur les cryptos, c'est vrai que du coup, moi je vois vraiment, il y a vraiment une grosse différence où il y a Bitcoin et les autres cryptos. Pour moi, comme tu l'as dit, il y a vraiment Bitcoin et les altcoins, comme on les appelle. Bitcoin, là, faut vraiment comprendre un peu sa promesse en fait d'actifs qui permet en fait de protéger son pouvoir d'achat, sa valeur en fait. Que pour rappel, Bitcoin est dans l'algorithme même, dans son code programmé
pour ne pas émettre plus de 21 millions de bitcoins. C'est ça. Et il y a de moins en moins de bitcoins qui sont émis, et on sait que de toute façon, ça ne pourra jamais dépasser les 21 millions. Donc l'argument de ce que tu décris là, c'est de dire les dollars, il n'y a pas 21 millions de dollars sur Terre, les euros, c'est pareil, il y en a des milliards et des milliards, et il y en aura d'autant plus qu'il y a de l'expansion monétaire. Les banques centrales font tourner la planche à billets d'une manière ou d'une autre, en prêtant de l'argent, avec des taux bas, etc. Alors que Bitcoin, lui, celui qui détient un Bitcoin, il aura toujours 21 millionième de l'ensemble de la richesse en Bitcoin, et il ne pourra jamais se faire diluer. Donc si en face, la production de biens, de services augmente, il aura un pouvoir d'achat constant sur ces biens-là, ce qui n'est pas le cas de celui qui détient 1 euro, qui aura 1 euro sur des milliards, et d'autant plus de milliards que le temps passe, et cet euro aura moins de valeur au fil du temps. Ouais, totalement, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment comprendre ça, Bitcoin, c'est vraiment important. Tu sais pourquoi tu le détiens, tu sais pourquoi aussi à long terme, tu as une vision sur cet actif-là. Après, pour répondre à ta question sur l'analyse fondamentale des altcoins, là, c'est quand même plus complexe parce que le marché, on sent qu'on rentre dans un marché quand même plus mature des cryptos. Dans le sens où il y a quand même moins de spéculation sur les petites cryptos, on est quand même moins sur la volatilité qu'on a connue en 2018, 2019, 2021, où là, vraiment, c'était l'euphorie, t'achetais n'importe quel shitcoin, ça montait. Là, c'est quand même différent. Maintenant, on se rend vraiment plus sur des cryptos, sur des projets crypto aussi qui font des revenus, qui génèrent des millions de revenus, hein. Je pense notamment à des plateformes sur la finance décentralisée où là, vraiment, il y a des millions de revenus de dollars qui sont générés par mois, par exemple. Donc là, il peut y avoir un peu cette analyse fondamentale, mais c'est vrai que en termes de valorisation, en termes aussi de tout simplement qu'est-ce que c'est une crypto. Tu vois, en action, tu as quand même une part du bénéfice de l'entreprise, tu peux avoir des dividendes. Sur les cryptos, il n'y a quand même pas ce côté-là, donc c'est quand même plus complexe. Donc, quand on est un investisseur particulier, je pense qu'il faut déjà s'intéresser à Bitcoin, comprendre le Bitcoin. Et après, si on veut aller sur les plus petites cryptos, là, il faut y aller déjà avec prudence, parce que je pense que déjà, on est un peu aussi rentré dans une phase baissière du marché en ce moment. Donc, je serais déjà plus prudent à court terme. Et si on veut aller sur ces valeurs-là, il faut bien les choisir, il faut comprendre pourquoi on les achète, et il faut être du coup tout simplement à l'aise avec le risque qui est pris, quoi. Oui, bien sûr. Et donc en fait, l'enseignement, c'est de se dire n'allez pas là où vous ne connaissez pas uniquement parce qu'il y a un bruit médiatique autour de la chose. Et toi, on voit que tu connais très bien les marchés actions, un petit peu les autres aussi évidemment, Laure, mais tu te limites à ton domaine de compétences, et c'est là que tu es capable d'aller chercher de la valeur et gagner de l'argent. Alors que si tu suis la tendance et que tu n'as pas le temps de t'y intéresser, tu n'as pas le temps d'apprendre, de te former, de rencontrer les bonnes personnes, etc., tu n'as aucune chance d'aller vraiment faire de l'argent sur ces marchés qui sont en plus moins régulés et plus volatiles. Ouais, totalement. Ouais. C'est quand même dur de gagner quand on ne comprend pas les choses. C'est vraiment aussi l'erreur. Tu vois, combien d'amis m'ont parlé d'avoir investi dans Nvidia sans vraiment comprendre le business, sans vraiment comprendre aussi pourquoi l'action montait, vraiment qu'est-ce qu'elle vendait derrière. Ça, c'est vraiment un cliché, mais c'était vrai. J'ai quand même pas mal de proches qui ont acheté Nvidia sans vraiment comprendre tout ça. Donc, c'est risqué. Il y a des investisseurs pros qui achètent Nvidia. Du coup, eux, ils savent pourquoi ils l'achètent, ils savent leurs risques et ils gèrent tout ça. Oui, c'est pas parce qu'on achète la même action qu'on a la même stratégie. C'est-à-dire que ça s'inscrit aussi dans leur propre portefeuille, peut-être hedgé par ailleurs, peut-être une partie en dollars avec d'autres expositions. Donc, c'est pas se dire « Ah, il y a un professionnel qui l'a fait, donc je vais le faire ». C'est pas du tout la même logique parce qu'on connaît pas les circonstances dans lesquelles il est. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien aussi une phrase de Peter Lynch, en anglais, c'est « I avoid hot stocks in hot industries ». C'est vraiment son principe de base. C'est donc, si on le traduit en français, c'est vraiment éviter les actions tendances dans les secteurs tendances. Ça, c'est vraiment parce que du coup, dans ce secteur-là, ça veut dire qu'il y aura des valorisations hyper élevées. Ça veut dire que souvent, il y a une hausse qui a été réalisée et qu'on est certainement dans un moment d'euphorie sur les marchés. Donc, c'est vraiment, quand on en parlait avant, c'est d'être patient. Parce que peut-être c'est des bonnes valeurs, hein, ça peut être des très bonnes valeurs, tu vois. Mais il faut être patient, il ne faut pas céder du coup à l'émotion de l'euphorie et il ne faut pas se ruer sur les actions parce que juste elles ont monté et que tout le monde en parle. Et la France, aujourd'hui, dans ce grand schéma, comment tu vois son avenir
boursier, le CAC 40, ses valeurs, est-ce qu'elles vont être impactées, ralenties par la situation économique et politique? Est-ce que c'est un bon endroit pour investir, un bon endroit pour entreprendre? Tu es entrepreneur aussi. Comment tu vis aujourd'hui ton rapport à la France? Pour la France, pour répondre à ta première partie de question sur les marchés, on voit quand même qu'il y a un impact politique sur les performances boursières. L'an dernier, le CAC il a quand même nettement sous-performé pas mal de marchés européens. Tu vois, on le disait, on parlait du marché italien, du marché allemand, du marché espagnol, du marché grec, qui ont très bien performé. Le marché français il était quand même un peu plus en retrait. Et du coup, c'est vrai que les décisions politiques, ça impacte l'avenir des entreprises, hein, c'est sûr. Donc moi, déjà, en tant qu'investisseur en bourse en France, déjà, je me concentre quand même sur des valeurs qui sont diversifiées à l'international, qui ne sont pas centrées sur le marché français. Je pense que c'est important parce que on porte quand même le risque du pays, sinon, sur ces valeurs-là. Donc c'est important d'être diversifié, d'avoir des valeurs qui sont diversifiées dans leur business, quoi. Après, on a pas mal aussi de valeurs françaises qui sont elles-mêmes diversifiées. Je pense à Saint-Gobain qui est très présent Ouais, à c'est ça. l'international ou autre. Exactement. Ouais, quand je disais diversifié, c'est qu'ils font une bonne partie de leur activité, de leurs revenus à l'étranger, sur différentes zones géographiques. Ça, c'est important parce que du coup, si tu es 100% français, on le voit quand ça corrige, c'est les valeurs qui sont 100%, qui réalisent 100% de leur activité en France qui sont les plus pénalisées par la bourse quand il y a des grosses nouvelles politiques qui impactent les marchés. Et pour la deuxième question sur l'entrepreneuriat, moi je trouve que on a un super pays, on a tout pour réussir. Mais c'est vrai que c'est pas un climat qui est forcément favorable à l'entrepreneur en ce moment. On a quand même un climat qui est assez anxiogène, je dirais. Faut pas céder. Je suis quand même un optimiste de nature, donc voilà, c'est pas quelque chose qui va trop m'impacter à titre personnel. Mais je trouve ça un peu dommage de tout ce qui se passe parce que je pense qu'on a vraiment tout pour réussir et qu'on a vraiment des super personnes, des super entrepreneurs aussi en France qu'on devrait absolument garder, en fait, tout simplement, qu'on devrait tout faire pour les garder, parce que c'est eux aussi qui créent la valeur, quoi. Trop bien. Écoute, merci mille fois. Est-ce que tu veux conclure peut-être par une petite prédiction extraordinaire, spectaculaire pour l'année à venir? Comment tu vois les choses? Un dernier conseil? Qu'est-ce que tu veux dire à notre audience? Je pense qu'en 2026, là, on l'a bien vu sur les premiers jours de cette année, c'est que pour l'investisseur qui est particulier ou même professionnel, surtout là, du coup particulier, on s'adresse aujourd'hui, c'est d'être diversifié. C'est vraiment l'important d'avoir un portefeuille diversifié, de comprendre aussi les enjeux, se former. Donc d'avoir un portefeuille qui permet d'être diversifié et comprendre pourquoi on se diversifie, pourquoi on détient ses actifs et comment ça va nous aider à long terme à avoir de bonnes performances sur les marchés. Trop bien. Écoute, merci mille fois. Merci Gaspard pour cette interview, c'était vraiment très agréable. À bientôt. À très vite. Trop bien.